Salam alaikum. Terminons par la partie 3. Alors, soit n une matrice nilpotente, nous allons montrer que la matrice I plus n est toute puissante dans K. Bon, alors on commence par la question 12a. Nous avons V un polynôme de Rx tel que V de x soit négligeable devant x puissance p au voisinage de 0. On a dit de montrer à l'aide d'une division euclidienne qu'il existe un polynôme réel Q tel que V soit égal à x puissance p fois Q. Alors, c'est clair que la division euclidienne de V de x, ça sera par x puissance p. Du coup, ça va exister des scalaires à 0 jusqu'à a p-1 tels que V de x soit égal à x puissance p fois ou plutôt fois q de x plus ce reste-là qui est de degré inférieur ou égal à p-1 par définition de la division euclidienne. Maintenant, on a voulu montrer que v de x il est sous cette forme-là. Ce qui fait, il s'agit tout simplement de montrer que tous ces coefficients-là sont nuls. On fera une démonstration par l'absurde. Là, on va supposer que ces coefficients-là ne sont pas tous nuls. Donc, ça existera un i tel que AI soit différent de 0. On prendra le j qui est le plus petit de ces entiers i, vérifiant que AI différent de 0. C'est le plus petit. Ça veut dire quoi le plus petit? Donc, par définition, AJ d'abord, ça va être non nul. Et tout ce qui le précède, pour tout I inférieur strictement à J, à I égale à 0. Donc, ceci, ça traduit le fait qu'il soit le plus petit. D'accord. Du coup, cette égalité oméga que nous avions eu ici, ça devient V de x égale à x puissance p fois q, plus cette somme-là. Parce que cette somme-là, on a dit que les AI sont nuls pour I inférieur strictement à J. Ce qui fait dans cette somme-là, ça va rester à partir de J. C'est ce qu'on a pris ici, à partir de J. Alors, on a dit que V de x, c'est petit taux de x puissance p. Ça veut dire que c'est de la forme une fonction epsilon de x fois x puissance p, avec cette fonction epsilon de x tend vers 0 quand x tend vers 0. On a eu ce que vous voyez ici maintenant à présent. On va diviser maintenant par x puissance j, de part et d'autre de cette égalité-là. Qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir epsilon x, x puissance p moins j, pareil ici, x puissance p moins j fois q de x. Encore ici, je simplifie par xj, ça va rester le aj, le voici. Et puis le reste, ça sera x jusqu'à x puissance p moins 1 moins j. Bien. Maintenant, x puissance par passage à la limite quand x tend vers 0. Alors qu'est-ce que ça va se passer? X puissance p moins j, ça va tendre vers 0. Bien sûr, une puissance de x, quand est-ce que ça tend vers 0? Quand le x tend vers 0. À noter que c'est quand cette puissance-là, il est supérieur ou égal à 1. Et c'est notre cas ici.
Pourquoi? Parce que tous les i entre 0 et p-1 vérifient que i inférieur strictement à p. Ou si vous voulez, un i inférieur ou égal à p-1. En particulier pour le j. Du coup, ceci, ça va vous donner que p-j, il est supérieur ou égal à 1. Ainsi, cette puissance-là, on a dit que ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Avec le y qui tendait déjà vers 0, donc toute cette quantité-là va tendre vers 0. De même, donc on a déjà x puissance, ça tend vers 0. Le polynôme q, aucun souci, ça tend vers n'importe quoi. De toute façon, ça va être une limite finie du fait que le polynôme q est continu en 0. Alors, toute cette quantité-là, ça va encore tendre vers 0. De même pour x jusqu'à x puissance p-1 moins j, ça va encore tendre vers 0. Et ça va rester ici à j. Ainsi, par passage à la limite, ça c'est 0, ça c'est 0, tous ces 0, ça va vous rester à j égale à 0. Ce qui contredit le fait que le AJ était non nul. Donc c'est absurde. Et ainsi, vous avez que tous les scalaires sont nuls. Et du coup, nous avons ce que nous voulons. Passons maintenant à la question suivante. Soit n appartenant à n étoile, démontrer qu'il existe un polynôme u tel que l'on est 1 plus x égale à ce ux puissance n plus petit o de x puissance p. On a comme indice ici d'utiliser un développement limité de la forme 1 plus x puissance alpha. Alors 1 plus x puissance alpha, voyons. Si vous regardez 1 plus x puissance alpha égale à, et on doit avoir petit o de x puissance p. Donc on va avoir un développement à l'ordre p. Mais peu importe ce polynôme là, on aura dans la suite à avoir 1 plus x. Ce qui fait, je dois me débarrasser de ce alpha. D'accord. Et je dois avoir ceci à la puissance n, parce que c'est ce qui est demandé dans la question. Vous allez voir le résultat final, c'est ce qui est demandé ici. Hein. Je dois avoir ça. Alors, pour avoir un polynôme puissance n, après avoir se débarrassé de ce alpha-là, il fallait qu'on ait à lever à la puissance n. Donc, ce qui va marcher, c'est que ici, on va commencer par 1 sur n. Ça sera un polynôme, etc. Toujours à l'ordre p, aucun souci. Mais, pour se débarrasser de 1 sur n, on va lever à la puissance n. Tout ça à la puissance n. Ça va vous donner 1 plus x. Et ce polynôme qui est à l'intérieur, par opération sur les développements limités, ça va être levé aussi à la puissance n, comme nous avions levé ceci à la puissance n pour nous donner ça. Ce qui fait tout ça, c'est dit, c'est pour vous dire pourquoi je vais commencer par le développement limité à l'ordre p, à l'ordre p de 1 plus x puissance n. C'est pour vous dire comment j'avais réfléchi à ça. Donc, avec ce développement 1 plus x puissance n à l'ordre p au voisinage de 0, vous allez avoir que j'ai dit 1 plus x puissance n égale à la partie régulière du développement limité, ça c'est le reste à l'ordre p. Bien sûr, je sais que ça c'est un polynôme de degré inférieur égal à p, donc, mais c'est pas demandé, donc on n'en a pas besoin. Je passe à la puissance n, tout ça à la puissance n.
ça va me donner 1 plus x. D'autre part, tout ce polynôme-là, plus ce reste à la puissance n, comme vous voyez ici, par opération sur les développements limités, ça sera cette partie régulière à la puissance n, plus le reste toujours qui est petit o de x puissance p. Et c'est ce qui est demandé. Hein. Donc on a 1 plus x égale voisinage de 0, ux puissance n, plus petit o de x puissance p. Voilà. Entre parenthèses, je sais que dans les développements limités, vous pouvez développer ça pour avoir la partie régulière, et pour les puissances qui dépassent petit p, on va les ignorer. Donc, mais de toute façon, ça c'est pas demandé. On a répondu tout simplement à la question. Je passe à la question suivante. On a dit, on déduire que pour toute n, il existe un polynôme q, et tel que l'on est ça, bien sûr, et le u c'est existé ici. Hein. Alors nous allons le tirer de ce qui précède. Bien. Alors, soit n appartenant à n, soit u le polynôme qu'on vient de trouver qui vérifie 1 plus x égale à, quand x tend vers 0, ux puissance n, plus petit o de x puissance p. Si je prends maintenant le polynôme 1 plus x moins ux puissance n, celui-ci. Donc d'après ça, ça va vous donner que c'est un petit o de x puissance p quand x tend vers 0. Alors d'après la question petit a, il existe un polynôme q tel que ce polynôme soit égal à x puissance p fois q. Et le v, c'est ça. Donc ça va vous donner ce qui nous est demandé. Passons donc à la question d'après. Comme application, on a dit de démontrer que la matrice dite unipotente, identité plus n, est toute puissance dans K. Je rappelle que le n, c'était une matrice nilpotente. Alors, nous, on va appliquer ce que vous êtes en train de voir ici. Bien, soit n appartenant à n étoile, il s'agit de montrer que ça existe une matrice B telle que la matrice I plus n soit égale à B puissance n. C'est ça ce que c'est que cette matrice-là est toute puissante. D'accord, trouvons une telle matrice qui va convenir. D'après la question 12c, il existe un polynôme q et un polynôme u tel que nous avons ça. Ça c'est clair. Ça c'est notre question. On a dit 12c, c'est celle-ci. Bien. Et du coup, si vous voulez, ça c'est 1 plus x, u, ça c'est u de x puissance n, ou ça c'est polynôme q de x. Tout simplement, je vais remplacer le x par n. Du coup, et bien sûr vous savez que pour les polynômes d'endomorphisme, le 1 ça sera, ou polynôme de matrice, le 1 ça sera la matrice identité. Donc en remplaçant x par n, je vais avoir ça. Et ceci, ça sera u de grand N, le tout puissance petit n. Et ceci, ça sera grand N puissance p fois q de grand N. C'est ce qu'on a eu ici. Seulement la matrice grand N en étant nilpotente, donc n puissance le petit p, ça va être nul, d'après ce que nous avions déjà vu. Donc ceci, ça va sauter, ça va vous rester i plus n égale à u de n à la puissance petit n. Ainsi, la matrice B que nous voulions, ça va être u de grand N, c'est elle qui va convenir. Voilà. Passons maintenant à la question
suivante qui dit que soit lambda un scalaire non nul, on déduit que si lambda est toute puissante dans K, alors la matrice lambda I plus n est aussi toute puissante dans K. Bien. Pour cela, soit n appartenant à n étoile, et montrant que ça existe une matrice B, telle que cette matrice-là que nous voulions montrer qu'elle est toute puissante, soit égale à cette matrice B à la puissance n. Bon, nous avons que lambda est toute puissante dans K, alors pour ce n, ça va exister un petit b tel que lambda soit égal à b puissance n. Aucun souci. Mais nous avons encore que lambda i plus n égale à lambda, je peux factoriser par lambda, je peux diviser par lambda, ça bien sûr c'est légitime parce que le lambda était supposé un scalaire non nul. La matrice grand N était nilpotente, donc multiplié par un scalaire, ça va rester encore nilpotente. Donc cette petite matrice, elle est nilpotente. D'après la question 13a, on vient de voir que, puisque c'est nilpotente, donc cette matrice I+, ça sera encore toute puissante dans K. Après, pour ce n, ça existe donc une matrice C telle que cette matrice-là qui est toute puissante soit égale à cette matrice C à la puissance n. Et ainsi, lambda I plus n, qui nous intéressait, qui valait ce que vous voyez ici, je remplacerai le lambda par le b puissance n ici et le i plus 1 sur lambda n par c puissance n ici, qui va nous donner donc b fois c le tout puissance n. En synthèse, nous avons que pour toute n, ça existe une matrice B qui est ici pour nos petits B fois C, telle que cette matrice puissance n soit égale à cette matrice-là, ce qui prouve que celle-ci elle est toute puissance dans K. Alors passons à la question suivante, 14a. Là, on va démontrer le résultat annoncé au début du problème. C'est pour conclure que toute matrice inversible de MPC est toute puissante dans C. Donc, ça sera une synthèse de ce qui précède. Bien. Alors, soit A, une matrice inversible de MPC, et il s'agit de montrer qu'elle est toute puissante dans C. Alors, ce que nous allons viser dans un premier temps, c'est le paragraphe grand 2, partie 2. Là où nous avions parlé, je vais vous rappeler ce que nous avons dans ce fameux paragraphe 2, il est où, il est ici. Là où nous avions dit si A, son polynôme caractéristique est scindé, et nous avons ça, etc., etc. Après tout, nous avions dit que si A, il est sous cette forme-là, si j'ai alors, plutôt si tous les matrices lambda I fois l'identité plus n, ils sont toutes puissantes, ça veut dire, alors A, ça va être toute puissante. C'est ce que nous sommes en train d'essayer d'appliquer. Donc, avec notre matrice qui est inversible dans MPC, nous savons que son polynôme caractéristique il est scindé dans C. Donc nous sommes dans les conditions de la partie grand 2. Et notons lambda 1 jusqu'à lambda k, ses valeurs propres, 10, 5, 2 à 2. Ça c'est pour regagner les mêmes notations que dans la partie 2.
D'après la question 10, la matrice A, ça va s'écrire sous cette forme-là. On vient de la voir. Avec les NI sans nilpotentes. Aucun souci. Et d'après la question 11, je vous le rappelle tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? On a dit que si toutes les lambda i plus ni sont toutes puissantes, alors la matrice A est toute puissante dans K. Donc d'après la question 11, on a dit, pour montrer que la matrice A est toute puissante dans C, il suffit de montrer que pour toute I compris entre 1 et K, cette matrice-là est toute puissante dans C. Alors, récapitulons. Si nous arrivons à montrer que pour toute I compris entre 1 et K, cette matrice-là est toute puissante dans C, alors la matrice A entièrement demandée est toute puissante dans C. Là, nous allons viser à appliquer l'un des résultats qu'on vient de voir. On va le voir tout de suite. On a que pour toute I, on a le lambda I appartient à C étoile, donc c'est un scalaire non nul. Pourquoi? Parce que lambda I c'est une valeur propre de A et la matrice A est supposée inversible. Donc le lambda I il est non nul. Ainsi, lambda I est toute puissante dans C. Pourquoi? Parce que d'après la question 1C, nous avions montré que T1C égale à C, ce qui fait tout complexe et tout puissant. En particulier, le lambda I est tout puissant. Ainsi, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que le lambda I, il est non nul et tout puissant. Donc j'appliquerai tout de suite le résultat de la question 13b. Le voici devant nous. Il est où le 13b? Voilà. Si lambda est non nul et lambda est tout puissant, c'est le cas pour le lambda i pour nous, alors cette matrice lambda i plus n est toute puissante. C'est ce que j'ai dit ici. Donc d'après le 13b, cette matrice-là est toute puissante dans C. C'est ce qu'il fallait avoir. En conclusion, notre matrice A, elle est donc toute puissante dans C. Passons maintenant à la question... Oui, à la question 14a. 14a, on vient de la traiter, que toute matrice inversible est toute puissante. Donc on va passer à la question 14b. On a dit toute matrice de MPC est-elle toute puissante dans C? On vient de dire que toute matrice inversible de MPC est toute puissante. Pour les matrices qui ne sont pas inversibles, qu'est-ce que ça va se passer? Donc, pour répondre à cette question, toute matrice de MPC est-elle toute puissante dans C? La réponse est bien évidemment non. Dans un cas, oui, dans un petit cas. Regardons les détails. Alors, si P égale à 1, la réponse est oui. Pourquoi? Nous avions dit que toute matrice de M1C est toute puissante dans C d'après la question 1C. D'accord. Maintenant, si P supérieur ou égal à 2, la réponse est non. En effet. Alors, voyons un petit truc qu'on vient de voir tout à l'heure. C'était dans la page 3. Voyons, c'est ici. C'est cette question 6 qui va nous aider pour répondre. Alors, on avait dit que si n est une matrice nilpotente, si n est toute puissante, alors forcément que n est nul. Attendez. Maintenant, si j'ai une matrice qui est non nulle et qui est nilpotente, forcément elle n'est pas
toute puissante. Donc, nilpotente et non nulle, forcément, elle n'est pas toute puissante. Alors, on a dit, c'est pourquoi j'ai dit, si on prend une matrice N de MPC qui est nilpotente et non nulle, certainement N n'est pas toute puissante, d'après ce que je viens de voir avec vous dans la question 6b. Bien, passons à la dernière question où on nous a demandé donner un exemple de matrice de M4R non diagonalisable et non inversible qui est toute puissante dans R. Donc nous voulons une matrice d'ordre 4 à coefficient réel qui n'est pas diagonalisable, n'est pas inversible, mais toute puissante dans R. Bien, alors là je vous ai préparé deux exemples. Voyons le premier que je vous ai préparé. Cette matrice-là que vous voyez clairement d'ordre 4, carré, réel d'ordre 4, ça va convenir. Alors, A n'est pas inversible. C'est clair avec la présence de 0. Ici, c'est une matrice triangulaire supérieure, déterminant égal à 0. Comme vous voulez, de toute façon, votre matrice n'est pas inversible. Elle n'est pas diagonalisable non plus. Bien. Alors, vous voyez que le polynôme caractéristique, c'est ça, c'est évident. Les valeurs propres, en conséquence, 0 et 0, c'est une valeur propre simple, aucun souci. Alors, pour montrer qu'elle n'est pas diagonalisable, il suffit que je montre que dimension des sous-espaces propres associés à la valeur propre 2019 différent de la multiplicité de 2019 qui était 3. Nous allons vérifier que c'est égal à 2, donc différent de 3. Donc c'est clair, donc pour montrer que dimension, donc pour calculer la dimension, il suffit que je calcule le rang de A-2019i, d'après le théorème de Rond, l'idée était déjà rencontrée. Donc rang de A-2019i, c'est le rang de cette matrice-là, c'est clair. Cette matrice-là, vous voyez, ces deux colonnes sont nulles, donc, et ces deux qui vont rester ne sont pas collinéaires, donc le rang c'est 2. Du coup, d'après le théorème de Rond, la dimension de l'image, ou plutôt du sous-espace propre, qui est ker de A moins 2019i, c'est 2. Si vous voulez, c'est 4 moins le rang. D'après le théorème de Rond, c'est 4 moins 2, c'est 2. Alors, qui est différent de la multiplicité, donc il n'est pas diagonalisable. Maintenant, pourquoi cette matrice est toute puissante dans R? Alors, vous voyez que c'est une matrice diagonale par bloc. Le premier bloc, c'est la matrice nulle. Le deuxième bloc, c'est 2019 fois l'identité I3 plus la matrice N qui est 0, qui est une matrice nulle potente qui est 0, 0, 0, 0, 0, ici 1 et le reste c'est 0. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc j'ai dit que c'est diagonal par bloc. Le deuxième bloc c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Avec N nilpotente, c'est clair. Cette matrice-là, elle est nilpotente. Bien. D'après la question 13b, nous avons que cette matrice-là est toute puissante dans R. Pourquoi? Parce que le lambda de la question 13b, c'est ici 2019, qui est tout puissant dans R. Parce que ça appartient à 0 fermé plus l'infini, le 2019. Et le N, c'est une matrice nilpotente. Du coup, d'après la question 13b, cette matrice-là, elle est toute puissante dans R. Maintenant, vous allez tirer que la matrice diagonale par bloc, celle-ci, ça sera aussi toute puissante dans R. J'estime que c'est clair, hein, donc
que si vous voulez que je détaille un petit peu, que quel que soit n appartenant à n étoile, bon, cette matrice diagonale, celle-ci, ça va être quoi? Cette quantité-là, à elle seule, ça va être un certain c puissance n. Et du coup, toute la matrice diagonale, ça sera quoi à la puissance n? Ça sera, ça, je remplacerai par c. Tout ça à la puissance n. Le n, ça va entrer dedans avec c puissance n et le 0 puissance n. Ce qui va vous donner le c puissance n, ça va vous donner ça. Et le 0 puissance n, ça va vous donner ça. Donc c'est toute puissante. Bon, il y a un autre exemple en pensant aux matrices de rotation et surtout le côté qui est très gentil, c'est Rθ à la puissance n, c'est R indice nθ. Ça, c'est à exploiter. Alors voilà, voyons ensemble que cette matrice-là carrée, que vous voyez, ça va convenir. Pourquoi? Bien sûr, j'ai pris cette matrice-là, qui est R pi demi, et j'ai pris le deuxième bloc matriciel dans la diagonale, c'est la matrice carré d'ordre 2 nul. Cette matrice-là, ça va convenir. Bon, A n'est pas diagonalisable. Tout simplement parce que son polynôme caractéristique, ce n'est pas scindé dans R. Bien. A n'est pas inversible. Alors là, c'est clair. Hein? Donc, il y a 0 ici. Donc, le déterminant est nul. Il n'est pas inversible. Pourquoi A est-elle toute puissante dans R? Alors là, où nous allons appliquer ce que je viens de dire. Rθ puissance n, c'est R indice nθ. Bon, donc, quel que soit n appartenant à n étoile, notre matrice est égale à quoi puissance n? Est égale à la diagonale de le 0, c'est 0, avec la puissance n, 0 puissance n, c'est 0. Et cette matrice R indice pi sur 2n, si je la lève à la puissance n, ça va vous donner R indice pi demi, qui est au début. Donc, ça, c'est bien une matrice toute puissante. Fin. Bon courage à tous.